Dans cet épisode, j'ai reçu Lalia Konaté, une femme et une mère qui a vu sa vie basculer le 8 juillet 2018. Ce jour-là, ses 3 enfants, âgés de 9, 11 et 13 ans, se noient dans le lac des Prés-Saint-Jean, alors qu'ils étaient sous surveillance de la belle-mère. Ce n'est que 5 ans après que se tient le procès, le 12 mai 2023, et la belle-mère est condamnée à 3 ans de prison avec sursis. Lalia nous raconte son histoire, ce drame et cette injustice qu'elle vit actuellement, elle et ses 2 filles. Bienvenue sur Médita le podcast. Mon prénom est Dado. Connais-tu ce proverbe africain qui dit « C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle ». Aujourd'hui, pour cet épisode, je suis avec Lalia Konaté, une femme, une mère qui a perdu ses 3 enfants en 2018 dans une noyade préméditée, si je peux dire. Donc c'est un épisode assez différent des autres que je vous invite à écouter attentivement. Bonjour Lalia. Bonjour Dado. En tout cas, je tenais à te remercier et à te dire aussi bravo pour le combat que tu mènes et à t'apporter en tout cas mon soutien. Merci à toi de me recevoir. Merci à tous d'être là pour écouter notre histoire, pour écouter mon histoire et celle de mes enfants. Alors pour commencer Lalia, est-ce que tu peux nous expliquer, en tout cas nous raconter le jour où ta vie elle a basculé et ce fameux 8 juillet 2018. D'accord. Alors, il faut savoir que moi, je suis séparée de mon ex-conjoint. Donc, mon ex-conjoint, ce week-end-là, il a la garde des enfants. Donc, il confie ses enfants à sa femme, donc Aurélie Hall, qui accompagne mes enfants au lac des Prés-Saint-Jean à Chalon-sur-Saône. Donc, mes enfants vont passer l'après-midi là-bas avec la belle-mère, ou du moins la fin d'après-midi avec la belle-mère. Et puis, elle autorise mes enfants à nager dans un lac qui est pourtant interdit à la baignade, un lac qui est sale, un lac qui est impropre à la baignade. Mes enfants ne savent pas nager, elle en a parfaitement connaissance et elle les laisse seuls. Elle va s'installer à plus de 108 mètres de l'endroit où mes enfants se baignent. Donc c'est un endroit qui est en contrebas, c'est-à-dire que les personnes qui sont au lac ce jour-là, qui sont autour du lac, ne peuvent pas voir mes enfants de toute façon. Donc elle va s'installer à plus de 100 mètres, donc à 108 mètres pour être exact, de l'endroit où mes enfants se baignent, pour surveiller son enfant qui lui joue au bac à sable. Donc mes enfants jouent dans l'eau, ne pensant pas qu'ils sont en danger. Donc j'ai mon petit Abdallah qui a 10 ans et ma fille Asia qui a 9 ans qui perd de pied dans l'eau et qui se noie devant le regard impuissant de leurs 2 sœurs qui avaient 11 et 8 ans à l'époque. Donc ma fille de 11 ans comprend qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui se passe quand elle ne voit plus son petit frère et sa petite sœur remonter. Donc elle sort de l'eau pour accourir, informer la belle-mère de la noyade, et c'est là que mon fils Abdelrahman de 13 ans entend ce qui se passe. Donc il a le réflexe d'aller automatiquement dans l'eau pour sauver son frère, en tout cas essayer de sauver son frère et sa sœur. Il joue au basketball et en fait il a des Jordan aux pieds, il ne sait pas nager et il coule à pic. Donc ma fille accourt vers la belle-mère pour lui dire « Mes frères et sœurs se noient » et la belle-mère lui demande à plusieurs reprises de jurer pour avoir une confirmation que c'était vrai, sachant, on sait pourtant que dans une noyade, chaque seconde est importante, mais cette femme-là prend le temps de demander à ma fille de jurer à plusieurs reprises, chose que ma fille fait sous l'effet de la panique, elle a quand même 11 ans, et la belle-mère arrive sur le plan d'eau, donc faut pas oublier qu'il y a 108 mètres à parcourir pour arriver à cet endroit-là. Voilà, je monte sur Instagram l'endroit de la baignade et elle ne fait rien, elle n'entre pas dans l'eau, elle ne cherche pas mes enfants, elle ne fait rien, elle n'appelle pas les secours, elle se met à l'écart, elle va rassurer sa propre fille qui a également été témoin de la noyade. Donc elle laisse mes 2 filles sur le côté, elle rassure sa propre fille et c'est d'autres personnes autour qui entendent les cris qui arrivent et dont 2 plongeurs de métier qui arrivent et qui essaient de retrouver mes enfants. Ils n'y parviennent pas. Et c'est une tierce personne qui appelle les secours. Et ce jour-là, moi, je ne suis pas présente. Mes enfants ne sont pas à ma compagnie. Je suis à la maison et j'ai été prévenue qu'il y avait un problème avec la belle-mère au lac des Prés-Saint-Jean. Je me dirige un peu plus tard vers le lac, ne pensant à aucun moment qu'il y avait un problème avec mes enfants. Donc j'arrive dans cet endroit, et je découvre l'horreur. Donc je découvre qu'il y a une foule indénombrable sur le lieu, qu'il y a des secours, des policiers, le personnel du SAMU, des personnes en tenue de plongée, parce que des plongeurs ont été appelés pour retrouver les enfants. Et c'est à ce moment-là que je découvre le corps de mes enfants. Sur le sol, en fait, le personnel médical qui essaie de les réanimer, et je ne comprends pas à ce moment-là qu'ils se sont noyés. Je ne comprends pas, parce que pour moi il n'est pas question de baignade dans ce lac impropre.
Donc c'est toute une c'est toute une de l'atrocité de ce moment-là en fait. On essaie de comprendre ce qui se passe, personne me dit à ce moment-là, jusqu'à ce qu'un personnel, le médecin du SAMU qui arrive vers moi et qui me dit madame on fait ce qu'on peut. Donc je demande à plusieurs reprises mais de quoi vous parlez en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Et je lui dis est-ce que mes enfants vont bien? Il me dit madame ils sont quand même restés plus d'une heure sous l'eau. Et j'apprendrai bien sûr plus tard que ça fait déjà 1 heure. Quand moi j'arrive sur les lieux, ils viennent d'être repêchés. Et ça faisait déjà 1 heure qu'on recherchait mes enfants dans l'eau. Parce que l'eau était sale, l'eau n'est pas claire, l'eau est sombre, elle est froide. Et mes enfants étaient retrouvés à plus de 8 mètres de profondeur. Donc je suis le corps de mes enfants dans les ambulances. On arrive à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on m'annonce le décès de mes 3 enfants. J'apprendrai le lendemain ce qu'il s'est passé. J'apprendrai le lendemain suite au témoignage de ma fille en fait qui m'explique ce qui s'est passé ce jour-là. Donc je saurais que la belle-mère, donc la nouvelle conjointe de mon ex-mari, c'est elle qui leur dit que vous avez le droit de nager dans cet endroit. Pourtant elle savait que mes enfants ne savaient pas nager. Elle les laisse seuls. Elle fait même une insinuation qui est quand même étrange avant le moment de la noyade. Elle leur dit bien, quand elle les laisse dans cet endroit-là, ne vous inquiétez pas, si vous vous noyez, je retirerai mon voile pour venir vous sauver. Donc il y a quand même une insinuation qui est quand même étrange, et elle dira plus tard, lors du jugement du 31 mars, que c'était une blague. C'était une blague quand on dit à un enfant de 11 ans, un enfant de 8 ans, un enfant de 9 ans, un enfant de 10 ans, que vous inquiétez pas, je vous laisse là nager, puis si vous noyez, je suis là. Pourquoi cette insinuation à la noyade? Pourquoi leur avoir dit la veille, demain vous pourrez nager dans ce lac, mais surtout n'informez pas votre papa? Pourquoi? Si les enfants sont en sécurité, s'il n'y avait pas de risque qu'ils soient en danger, pourquoi avoir dit de ne pas informer leur papa de la noyade? Donc c'est une bataille judiciaire qui a commencé il y a 5 ans, qui a commencé après la mort de mes enfants, et on a eu un verdict le 12 mai, bon là il y a 2 jours, on a eu un verdict du jugement qui a 3 ans de sursis. 3 ans de sursis, c'est-à-dire que cette femme-là n'ira jamais en prison pour la mort de mes enfants. Si on pourrait définir un peu ce que c'est le sursis, moi j'ai regardé, ça suspend l'exécution de la totalité ou d'une partie de la peine, c'est-à-dire que elle ne va pas effectuer en fait. C'est ça. Tout simplement. Donc, pendant 3 ans, elle n'est pas vraiment condamnée en fait. C'est ça, c'est symbolique en fait, c'est une condamnation symbolique. Et en fait, ce qu'il faut comprendre derrière cette condamnation dérisoire, c'est qu'on cherche à protéger le maire de Chalon-sur-Saône. Parce qu'en ne condamnant pas fermement la belle-mère, on protège le maire. Mais si on était trop sévère envers la belle-mère, ça attire l'attention sur la responsabilité du maire. Il faut savoir que le lac des Prés-Saint-Jean, c'est un lac qui a été aménagé pour l'accueil du public, l'accueil des familles. Ce lac est quand même nommé le lac de la ZUP. La ZUP, en fait, c'est une zone, en fait, qui est pas très importante. C'est un peu des familles pas très... Pourquoi aller là-bas ce jour-là En fait, quand il fait chaud, les gens s'y retrouvent. Les Chalonnais s'y retrouvent, mais c'est un peu le même type de personnes. Hein. C'est les Chalonnais, c'est les gens ici de quartier, de la banlieue, qui vont dans ce lac-là. Donc, il n'y a pas de considération véritable pour ce lac. Donc, il est aménagé pour l'accueil des familles et des enfants. Mais au final, on donne pas trop d'importance à la sécurité de ces citoyens-là, un peu la classe moyenne, un peu les gens des banlieues, les gens des quartiers, les enfants issus de l'immigration. Donc, on aménage ce lac pour que ce soit un lieu d'accueil du public, mais on pense pas le sécuriser. On pense pas informer des citoyens de la dangerosité du lac. C'est un lac il y avait pas de panneau. Voilà, c'est ça le problème. Donc, c'est un lac artificiel, c'est-à-dire que c'est un lac qui a été creusé par l'homme. Le fond du lac n'est pas régulier. Vous pouvez marcher, avoir pied, et d'un coup, vous retrouvez à 4 mètres de profondeur. Et vous marchez un peu plus, vous retrouvez à 8 mètres de profondeur. Le corps de mes enfants a été retrouvé à 8 mètres de profondeur. À 1,50 m du bord, vous avez déjà 4 mètres de profondeur. Et ça, Madame Aurélie Hall, elle était bien au courant de l'interdiction de la baignade. Donc le problème en fait qu'on a, c'est que le maire se cache en disant qu'il y avait un arrêté préfectoral sur l'interdiction de baignade dans toute la commune. Donc le fait que tout le monde le sait suffit. Mais il n'y a pas que des Chalonnais qui viennent au lac des Prés-Saint-Jean. Il y a des gens de l'extérieur, de Chalon. Donc tout le monde est en danger quand on s'approche d'un lac qui a quand même un ponton qui donne directement accès à l'eau. On a quand même à un moment une berge où on arrive, on a l'impression que c'est une plage, ou qui donne directement accès à l'eau. Donc ça incite à la baignade.
Et pourtant, c'est dangereux. Donc, pourquoi il n'y avait pas de panneau? Il faut aussi savoir que le maire qui a précédé Gilles Platret a quand même, lui, fait installer des panneaux. Il y avait 9 piquets autour du lac. Donc, ça sous-entend qu'il avait des panneaux qui informaient de l'interdiction de la baignade avant Gilles Platret. Donc le maire qui l'a précédé a quand même jugé bon que les citoyens soient informés de la dangerosité du lac. Gilles Platret réaménage tout le lac. Le lac maintenant, c'est pas le lac que j'ai connu quand j'étais gamine. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment, ça a été refait pour que vous passiez du temps avec vos enfants là-bas. Donc il refait tout cela. Il dépense de l'argent pour que ce soit réaménagé, pour que les familles se sentent en confiance, se sentent en sécurité, qu'on sente que nos enfants sont en sécurité dans ce lieu, et il ne pense pas à informer de la dangerosité du lac. Et on a un maire qui est protégé. En fait, tout le monde sait que ce lac est dangereux, dont la belle-mère des enfants. Voilà. Mais il n'y a pas d'indication. Exactement. C'est-à-dire... Exact. Il n'y a aucune indication, aucun panneau qui vous dit attention, c'est dangereux, vos enfants n'ont rien à faire dans ce lac. Voilà, ça suffit qu'il y ait un arrêté à la mairie. Mais moi, je vais pas à la mairie de Châlons pour voir s'il y a quelque chose placardé sur la mairie pour voir si je peux aller nager dans le lac. C'est incroyable. Et on cherche aujourd'hui par tous les moyens à protéger le maire de Chalon-sur-Saône. Il a tout fait pour protéger ses arrières. J'ai des médias qui m'ont fermé la porte, qui ont subi des pressions pour ne pas mettre en lumière mon dossier, a refusé à ce que le maire soit convoqué devant le tribunal. Donc j'ai dû faire une citation directe qui m'a coûté 600 € pour qu'il soit convoqué, pour qu'il réponde devant le tribunal. Il n'a même pas pris la peine de se déplacer à cette convocation. Il n'est pas venu à cette convocation parce qu'il considère qu'il n'a pas à répondre devant qui que ce soit, devant aucun juge de sa responsabilité. Donc ce qui se passe, c'est hyper grave. Ce qui se passe, c'est scandaleux, c'est qu'on a des élus aujourd'hui en France qui sont protégés de par leurs fonctions, de par qui ils sont, de par les moyens qu'on a. Et nous, les citoyens lambda, on doit payer pour qu'un élu ait à répondre devant la justice. Ça m'a coûté 600 € que j'ai payé avec plaisir. Il n'y a pas de problème, demandez-moi 1500 € s'il le faut. Je repayais cette somme-là pour qu'il ait à répondre. Et au final, il n'est même pas venu. Il n'a même pas pris la peine de se déplacer devant les juges pour répondre de sa part de responsabilité ou non. Il considère qu'il n'en a pas. Il considère qu'il n'a rien à faire dans un tribunal parce que pour eux, leur image est entachée de venir devant des juges, de rentrer dans un tribunal. Donc il n'est pas venu. Et au final, le jugement du 12 mai, on l'a relaxé pour un maire qui n'a pas pris la peine de se déplacer. Et concernant les habitants justement de la ville de Châlons, Chalon-sur-Saône, oui. De Chalon-sur-Saône. Est-ce que, au-delà du soutien du maire, en tout cas de son absence de soutien, est-ce que tu as reçu du soutien? Non. Alors, de Chalon-sur-Saône, je peux compter sur le doigt de la main les personnes qui m'ont soutenu. Que ce soit les Chalonnais eux-mêmes, que ce soit les membres de ma communauté, parce que je suis quand même musulmane pratiquante. J'ai donné des cours pendant longtemps à Chalon-sur-Saône. Oui, j'ai donné des cours d'arabe, j'ai donné des cours religieux pendant des années. J'ai pas de soutien de Chalonnais. Les Chalonnais sont lâches, je le dis clairement, et je l'assume, ils sont lâches, ils n'ont pas souhaité me soutenir, que ce soit pour le procès, que ce soit pour les marches blanches. Les Chalonnais ne viennent pas. Ils sont très peu, les personnes qui me soutiennent à Châlons, parce que les gens ne se sentent peut-être pas concernés, alors que Abdelrahman, Abdallah Sia, je ne sais pas si c'est de la peur, je sais que... Ou est-ce que, parce que, comme tu le dis, tu as déménagé, est-ce que les habitants, justement, ils ont... se sont déconnectés du drame, peut-être? Peut-être qu'ils ont peur, ils ont ce... Je ne sais pas si c'est de la peur, mais pour moi, c'est de la lâcheté. Il y a peut-être de la peur pour certaines personnes, mais pour moi, c'est de la lâcheté, parce qu'il y a 3 enfants qui ont perdu la vie. Mes enfants, ce sont les enfants de tout le monde. Il faut que chaque citoyen, chalonnais ou autre, se reconnaisse à travers ce drame. Les enfants de l'Alia, Abdelrahman, Abdallah, Assia, auraient pu être vos enfants, vos neveux, vos nièces, l'enfant de la voisine, l'enfant d'un ami. C'est n'importe quel enfant qui aurait pu perdre la vie ce jour-là. C'est n'importe quel enfant qui aurait pu perdre la vie ce jour-là. Et j'espérais quand même que le minimum, les Chalonnais qu'on quand même vu, étaient les premiers témoins de ce drame, soient les premiers aujourd'hui à gonfler les rangs, soient les premiers aujourd'hui à mes côtés, aux côtés de mes filles, et dire c'est scandaleux ce qui s'est passé, c'est scandaleux que le maire soit protégé, et nous aujourd'hui on n'accepte pas ça. Mais aujourd'hui, j'ai un soutien qui est plus important venant de l'extérieur que venant de Châlons. C'est plus de soutien des gens qui sont pas proches de nous. Mais c'est quand même scandaleux. C'est quand même scandaleux parce qu'on a trois enfants qui ont perdu la vie. Il y a 3 enfants, 13, 10 et 9 ans qui ont perdu la vie. Il y a une fille qui avait 8 et 11 ans au moment des faits, qui ont aujourd'hui 16 et 13 ans, qui vivent avec ce drame. J'ai 2 filles qui sont traumatisées à vie. À vie, ça c'est un traumatisme que personne ne pourra réparer. Il y a eu un jugement qui est dérisoire. Est-ce que ta fille
Elle a témoigné le jour du procès. Oui. Ma fille qui a aujourd'hui 16 ans. C'est l'histoire le lendemain. Exactement. Donc ma fille qui avait 8 ans à l'époque a beaucoup de mal à en parler. Ma fille de 16 ans a témoigné. Donc ta fille de 16 ans à l'époque, Elle avait 11 ans. Elle avait 11 ans au moment des faits, elle a 16 ans aujourd'hui, elle a témoigné à la barre, et on lui a posé les mêmes questions un peu qui ont été posées à la belle-mère, sans revenir sur les faits, pour vraiment clarifier quels sont les ordres qui leur ont été donnés, parce que j'ai une belle-mère qui dit « Je leur ai jamais autorisé de nager, attention, hein. Je leur ai dit de se tremper les pieds ». Elle essaye par tous les moyens de se défendre. une manipulation. Exactement. Et elle utilise également le même système de défense en disant « Non mais moi je ne pouvais pas savoir que la baignade est interdite, il n'y avait pas de panneau ». C'est quand même scandaleux aujourd'hui que par tous les moyens elle essaye de sauver sa peau. On a son avocat qui ose dire quand même ma cliente a pris perpétuité. Non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Qui a pris perpétuité aujourd'hui? Est-ce la femme qui a amené mes enfants à une mort certaine, ou c'est moi et mes filles et ma famille? C'est quand même aujourd'hui scandaleux qu'on ait un avocat qui dit ma cliente a pris perpétuité. Je ne vois pas pourquoi une condamnation. Il a quand même dit que la condamnation des 3 ans de sursis, c'était du n'importe quoi, et que sa cliente était déjà condamnée. Non mais c'est incroyable aujourd'hui qu'on puisse dire des atrocités pareilles. Il a dit en quoi ressemblait ta vie avant ce drame? Tu dis que tu étais divorcée, tu reconstruisais ta vie avec tes enfants. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors déjà, il faut savoir que j'ai divorcé suite au remariage de mon ex-mari. Il faut savoir que Aurélie Hall, qui est aujourd'hui responsable de la mort de mes enfants, c'est une femme que mon ex-mari, en tout cas, a essayé de faire rentrer en polygamie. Ok, donc c'est censé être une deuxième femme. Voilà, exactement. Donc, pour elle, c'était une première, hein, parce que, étant donné que moi, je vivais à l'étranger avec mes enfants et que mon ex-mari travaillait en France et vivait en France, finalement, Alors Lalia, à quoi ressemblait ta vie avant ce drame, en tout cas votre vie, à toi et tes enfants en tant que femme divorcée, parce que tu le dis que tu es divorcée avant ça? Alors, faut savoir que déjà, une femme divorcée, donc avant que Aurélie Hall entre dans ma vie, celle de mes enfants, j'étais toujours mariée avec le père de mes enfants, donc Assad. Et c'est parce que Assad a fait rentrer cette femme en deuxième épouse que ça a accéléré notre séparation, que ça a provoqué notre séparation. Parce que moi, je vivais à l'étranger avec mes enfants, il vivait en France, il travaillait en France, et petit à petit, la distance, l'éloignement, en fait, il nous a jamais rejoint. On avait un projet d'expatriation, et en fait, il n'a jamais été au bout de ce projet-là. Il m'a envoyé à l'étranger, et il est bien resté bien au chaud en France. Et ensuite, il s'est remarié avec Aurélie, qui, elle, avait parfaitement connaissance qu'il était marié, qu'il avait 5 enfants, sauf que... Ça, tu étais au courant de l'existence d'Aurélie? Ah non. Avant le mariage? Ah non. Ah non. Donc, il a tout mis en place, etc. Ils sont mis d'accord, tout était prévu. Et ensuite, il s'est remarié. Moi, j'apprends le jour d'une catastrophe, justement, qui a été évitée, que mon ex-mari s'est remarié. Donc, forcément, je vis à l'étranger avec mes 5 enfants. C'est déjà compliqué pour nous. Il refait sa vie avec une femme qui a déjà 2 enfants, faut pas se foutre du monde, je suis très bien consciente qu'en fait, je vais rester toute ma vie toute seule avec mes enfants. Donc, autant rester seule. Si c'est pour être seule, autant rester seule. Donc, c'est là que vraiment notre relation s'est dégradée beaucoup plus qu'avant, même si elle était pas top avant. Et j'ai souhaité la séparation, chose qu'il n'a jamais acceptée. Ça a été des menaces, des intimidations, pour que je ne demande pas le divorce. Et il m'a carrément dit, tu demandes le divorce, tu vois plus tes enfants. Donc il a été très loin dans les menaces, l'intimidation, mais ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas cédé pour autant. J'ai eu mon divorce religieux dans un premier temps, mais Tu avais le soutien de ton entourage, de ta famille? C'était compliqué parce que... La polygamie, les menaces... plus ou moins. Le mariage en secret quand même. Ouais, plus ou moins. Ça fait beaucoup. Ouais, plus ou moins le soutien de ma famille, mais ils savaient pas en fait comment... En fait, tout est arrivé d'un coup, c'était compliqué pour eux. Voilà, ils savaient pas vraiment comment réagir. Et moi, j'ai dit, je veux la séparation, et point barre, en fait. Donc, je me suis séparée de mon ex-mari, et je suis repartie, continuer ma petite vie à l'étranger, jusqu'à ce que je revienne en France en 2017, à cause des soucis de santé que ma maman avait. Sinon, je vivais à l'étranger, on s'est séparés, ma vie continue, en fait. Donc, je reviens en 2017, revivre en France, et c'est là qu'en fait, pendant 1 an, ça a été très compliqué, parce que le droit de visite et d'hébergement qu'il met en pratique, parce que, attention, l'image des gens est très importante pour lui. Tout est basé sur l'image des gens. Il récupère ses enfants, c'est un musulman pratiquant. Donc pour lui, je récupère mes enfants, je les amène chez ma femme, mais aux yeux des gens, il récupère ses enfants. C'est tout ce qu'il importait.
Donc, il récupère ses enfants, mais c'est la belle-mère qui s'en occupe. Elle a déjà 3 enfants, donc 2 d'une précédente union, et un enfant qu'elle a en commun avec mon ex-mari. Donc, elle se retrouve avec 8 enfants. Donc, c'est tout le temps elle qui est avec mes enfants. C'est tout le temps elle qui est avec mes enfants. Ça ne se passe pas terriblement bien, parce que voilà, la nourriture est rationnée. Il n'a pas les moyens. Il n'avait pas les moyens d'avoir une deuxième femme. Et à la fois, sa relation est cachée, parce que c'est une femme qui est déclarée seule. Donc on sait ce que ça veut dire d'être déclaré seul alors qu'on a un conjoint qui a des revenus. Donc forcément, il y a de la fraude derrière, etc. Donc on ne déclare pas cette union. Les enfants se retrouvent chez la belle-mère. La nourriture est rationnée parce qu'elle n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de 8 enfants. Elle n'a pas les moyens, c'est pas quelqu'un qui travaille dans les snacks qui va nourrir 8 enfants. Et la nourriture est rationnée, il y a des choses qui vont pas, il y a des tensions entre les deux, parce qu'il ferait une différence de traitement. Mes enfants me le disent à moi. Mais mes enfants ont peur de leur père. Donc ils ne disent rien à leur père. Donc moi je leur dis c'est absolument important. Il a réussi à mettre cette emprise, un peu cette crainte. Toujours. Bah, il l'avait déjà sur moi. Il l'avait déjà sur moi. Et toi, t'étais conscient qu'il avait cette emprise Non. sur toi à ce moment-là, ou tu t'es mariée jeune, il me semble. Moi je me suis mariée, j'avais 18 ans. Et l'emprise, c'est comme une toile d'araignée en fait, ça se tisse autour de vous et vous vous rendez pas compte, voilà. C'est après le réveil, après tout ça en fait, que je me suis vraiment réveillée. Moi j'ai été suivie quand même psychologiquement assez longtemps et maintenant je mets des mots sur ce que j'ai vécu. C'est de la manipulation. On me parle de pervers narcissique, etc. Ça va très loin. Et moi j'ai même une psychologue qui m'a dit vous avez pas eu affaire à n'importe quel pervers narcissique, vous avez eu affaire à the pervers narcissique. Pour montrer que c'est vraiment le haut niveau en fait, c'est le haut niveau de la manipulation, parce que les pervers narcissiques sont des gens qui sont très forts en manipulation. Moi c'est une personne qui m'a tout de suite éloignée, écartée de ma famille, de mes amis. On vit un peu tout seul, et quand une personne est seule, c'est comme ça qu'on peut manipuler une personne et en faire ce qu'on veut en fait, comme un pantin en fait. C'est ce qui s'est passé. Quand ça se passait mal dans ton foyer, est-ce que tu le racontais à personne. Personne ne savait ce qui se passait dans mon foyer. Moi, parce que c'est quelque chose aussi qui m'inculque, en fait, ce qui se passe entre, voilà, la pudeur déjà qu'on a naturellement en étant d'origine africaine, et la honte. La honte, quand vous amenez dans votre famille une personne qui s'apparente à l'islam pratiquant, on peut pas dire que ça va pas. On peut pas après arriver vers son papa, ça va pas. En plus, t'es mariée, tu gères ça. Exactement. Je suis une femme, je m'occupe de moi. Voilà. Moi, je me suis mariée en 2004. Un peu avant 2004, 18 ans. Et en 2010, je suis partie. Donc au final, en France, j'ai fait que 6 ans de vie commune où mes parents peuvent voir en fait. Mais en 2010, je suis partie. Donc après ça, ils ont plus rien vu. Et j'ai honte de dire voilà, il y a des choses qui ne vont pas avec cet homme-là. Mais dès le départ, ça n'allait pas avec mon ex-mari. Dès le départ. Mais cette éducation à l'africaine, la patience, on nous apprend, en fait, c'est ancré en nous, la patience. Quand ça ne va pas, tu patientes. C'est à toi de patienter, c'est à la femme de patienter. C'est de la patience sans trouver des solutions, parce qu'il y a aussi la patience. Exactement. Mais parce que justement, je prépare mon départ. Exactement. Mais c'est de la patience sans solution, au final. Exactement. Et la question du divorce, par exemple, c'est une question qui ne m'avait jamais effleuré l'esprit avant. Elle n'existe pas. C'est pour ça que les gens, je pense que les gens qui sont d'origine africaine peuvent comprendre, mais quand on n'est pas dans ça, on comprend pas forcément pourquoi quand ça va pas, on ne part pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes, dont des membres de ma famille, qui disent on ne te reconnaît pas. Parce que dans la vie, des fois, il faut se prendre une grosse claque pour se réveiller. Et moi, j'étais dans un sommeil profond. Mon ex-mari m'a mis dans un sommeil profond, mon éducation m'a mis dans un sommeil profond qu'aujourd'hui, je ne tolère pas. Et on dit mais on comprend pas en fait. Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, tout simplement, je me suis réveillée. J'ai une prise de conscience. Ils n'avaient pas cette habitude que tu sois rebelle. Voilà, c'est même pas de la rébellion, mais moi je suis un peu la plus grande des filles dans ma famille, donc j'ai 2 grands frères, mais tout le reste de mes frères et sœurs sont plus petits que moi. Et comme je suis la plus grande des sœurs, il y a beaucoup de respect. Quand il y a quelque chose qui va pas, c'est moi qu'on appelle. C'est vraiment, j'ai une connexion avec mes parents aussi, donc je suis un peu la grande sœur. Donc je ne pouvais pas en tant que grande sœur dire ça va pas, il y a ceci, il y a cela, parce que on a un peu l'exemple. Donc on peut pas donner ce mauvais exemple à nos frères et sœurs, et je ne pouvais pas donner ce mauvais exemple à mes parents. On arrive, on leur montre qu'on a choisi la pratique de l'islam, qu'on a choisi l'apaisement, et au final il n'y a pas d'apaisement dans le foyer. C'est difficile de leur dire on a beau faire tous ces efforts, en fait non, dans le foyer la personne qui vous donne cette apparence d'être un bon musulman pratiquant, c'est pas le cas. On peut pas dire ça à son père. On peut pas dire ça à sa mère. Donc je ne disais rien. Donc, là, ça va se régler. Et j'avais quand même un ex-mari qui me disait tout le temps, si ça se passe mal, c'est à cause de toi.
Ça, c'est de la manipulation. Et j'ai beaucoup de femmes aujourd'hui qui me contactent et qui me disent, je reconnais mon mari à travers le tien. C'est incroyable. C'est très répandu, mais c'est tabou. Aujourd'hui, il faut casser les tabous. Il faut parler de tout ça. J'ai vécu des choses que beaucoup de femmes vivent et qu'on ne devrait pas. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de perversion narcissique. Attention. Il y a aussi des femmes qui sont perverses narcissiques. Mais bon, c'est pas trop le sujet aujourd'hui de parler de mon ex-mari, mais voilà, il y a un vécu derrière, il y a des choses qui ont amené à ce drame. Aujourd'hui, ce drame s'est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ce combat-là? Parce que mon combat, il regroupe plusieurs choses. Il y a la mort de mes enfants, il y a l'inconsidération qu'on a pour mes enfants, issus de l'immigration. D'être une femme noire, d'être une femme voilée. Exactement. Donc, pour moi, c'est un cocktail, en fait. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais concernant le père des enfants. Est-ce que lui, il a pris position? Parce que ce sont quand même ses enfants. Ouais, je veux plutôt l'appeler géniteur, comme dit ma fille. Elle veut pas qu'on l'appelle père, elle dit appelez-le géniteur. Oui, il a pris une position très ferme. Il est à 100% du côté de sa femme. À 100%. Dès le départ, il a tout de suite pris la défense de sa femme. Elle n'est pas responsable pour lui du décès des enfants, à croire que les enfants sont morts tout seuls. Ils sont morts de maladie ou je ne sais quoi. Ou ils ont sauté dans l'eau, ils se sont peut-être tués. Pour lui, elle n'est pas du tout responsable du décès des enfants. Il l'a soutenue à 100%. Il a coupé les ponts avec ses filles lorsqu'il a eu son deuxième enfant. Donc après la mort de mes enfants, ils ont eu ensemble un deuxième enfant en 2020. Donc il faut savoir que mes enfants sont décédés juillet 2018. Donc 2020, octobre 2020 il me semble. Donc on enlève 9 mois de grossesse, ça fait que quelques mois après la mort de mes enfants. Ils ont un deuxième enfant. Et à la même période, ils coupent les ponts totalement avec mes deux filles. Mes deux filles qui ont vécu l'horreur, qui vivent avec ce traumatisme-là, qui ont vu leurs frères et sœurs mourir. Il a rompu toute relation avec mes filles en disant je ne veux plus entendre parler d'elles et quand elles seront grandes, si elles veulent me trouver, elles sauront me trouver. Il a coupé tout contact avec ses filles en août 2020. Mais c'est fou, ça. Mais lui, il n'a pas parmi ses amis, son entourage. Ah bah, croire que non. Amis communs. Non, moi j'ai plus aucun contact avec lui et avec Chalon. Bah apparemment non, parce que si monsieur et madame marchent tranquillement dans Chalon, c'est que personne leur parle. Et donc le jour du procès, il a également dit qu'il voulait être déchu de la paternité de mes deux filles, parce que ma fille a dit, quand la juge lui a demandé quelle est la relation que tu as avec ton père, elle a dit il n'y en a aucune et je ne veux pas que vous l'appelez père, appelez-le géniteur. Parce qu'une personne qui est pas présente, pourquoi l'appeler père? Un père, c'est quelqu'un qui est présent pour ses enfants, qui les protège, etc. C'est un homme qui a démenti les propos de ses propres filles, malgré les témoins, malgré tout ça, malgré la mort de ses 3 enfants, qui défend une femme qui a causé la mort de leurs frères et sœurs, qui a un autre enfant avec la femme qui a causé la mort de leurs frères et sœurs, qui décide de rompre les ponts avec elle depuis plusieurs années. On est en 2023. En 2020, il rompt les ponts avec mes filles. Et elles veulent pas, bien sûr, qu'on l'appelle géniteur. Donc elle dit qu'on l'appelle père. Elle dit ne l'appelez pas père, appelez-le géniteur. Et à ce moment-là, il prend la parole à la barre et il dit puisque je ne suis que le géniteur, je demande à être déchu de ma paternité. On a ce même père qui va retirer les plaques tombales sur les tombes de mes enfants, avec les plaques avec leur nom, prénom, date de naissance, date de mort, qui fait regraver des plaques sans le nom de famille, qui retire son patronyme des tombes de mes enfants. Donc déchu de sa paternité des 2 filles qui sont vivantes, et les 3 enfants qui sont décédés, il leur ôte l'identité. Aujourd'hui, quand vous arrivez sur les tombes de mes enfants, il n'y a que des prénoms. Il n'y a plus de connexion entre les frères et sœurs. Quand on voit les 3 tombes, on ne sait pas que c'est une fratrie. Ça va très loin. C'est un homme qui veut effacer totalement sa vie précédente. Et ça n'attire pas l'attention de la justice. Absolument pas. Il n'est absolument pas inquiété. En plus de ça, il se constitue partie civile dans le dossier contre la belle-mère, donc en apparence, pour au final demander à ce qu'elle n'ait aucune condamnation. Il demande à la barre, donc il est partie civile, et la vie de la partie civile compte. Il demande à ce que Madame Aurélie Hall n'ait aucune condamnation. Et là, les juges ne se posent pas de questions d'un homme, d'un père, entre guillemets, un géniteur plutôt, qui a perdu 3 enfants, qui a 2 enfants qui sont là traumatisés, qui demande à être déchu de la paternité, qui vit toujours avec la femme qui est aujourd'hui reconnue coupable d'homicide involontaire dans la mort de mes enfants, qui vit toujours avec cette femme-là, qui a un deuxième enfant après la mort de mes enfants, qui retire son patronyme des tombes des 3 enfants qui sont déjà décédés, et qui va en plus de cela bénéficier de dommages et intérêts. Et personne ne se pose des questions. Tout le monde trouve ça normal. C'est ça la justice en France aujourd'hui ?
Et c'est une des raisons, est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu as décidé de faire entendre ta voix par les médias sociaux? Par les réseaux sociaux, j'ai décidé d'en parler lorsque j'ai rencontré la juge d'instruction 3 ans et demi après la mort de mes enfants. C'est la première fois que je la rencontre. La juge d'instruction qui a en fait le dossier, notre destin entre ses mains, entre guillemets. C'est cette personne-là qui décidera de ce qu'on fera de ce dossier-là. Je la rencontre 3 ans et demi après la mort de mes enfants. Lorsque je vois le désintérêt qu'il y a pour ma parole, pour la parole de mes filles, pour notre souffrance, pour la vie de mes enfants, l'inconsidération qu'il y a pour la vie de mes enfants, c'est là que je prends conscience, je me dis en fait Lalia, si tu ne parles pas de ton affaire, on va vite terrer le dossier. Je me suis dit, Lalia, si t'en parles pas, si les citoyens français ne sont pas au courant de ce qui se passe, il y aura de l'impunité, il y aura de l'injustice, ton dossier sera vite bouclé et tu pleureras la mort de tes enfants et tu pleureras le fait de ne pas t'être battu pour eux jusqu'à la fin de tes jours. Et c'est là que j'ai décidé d'en parler sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous, en tant que personne qui regarde ton histoire, qui écoute ton histoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Comment on peut t'aider pour obtenir cette justice? On se rend pas compte à quel point on a une force. Les réseaux sociaux sont une force. Vous, chacun d'entre vous, vous êtes une force. Le fait de partager, le fait d'en parler, le fait de dénoncer, le fait d'être scandalisé. Les réseaux sociaux sont une force. C'est quand j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux qu'on nous a donné une date de procès. Alors que moi, quand j'ai rencontré la juge d'instruction, elle m'a dit, il faut espérer, madame, faut attendre 2 ans à 2 ans et demi avant d'espérer avoir une date de procès. Alors que quand j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux, quelques mois après, on nous a donné une date de procès. Ça vous laisse imaginer la puissance qu'on a. On est fort en fait quand on est ensemble. Il faut que les gens se reconnaissent à travers mon affaire, à travers la mort de mes enfants. Il faut qu'ils reconnaissent leurs propres enfants, leurs neveux, leurs nièces, leurs cousins, le fils du voisin, de la voisine. Et quand on sera ensemble, en fait, qu'on fera une seule et même voix, je peux vous dire que les choses vont changer. Il faut partager, il faut suivre la page. On est fort, en fait, quand on est ensemble. Il faut que les gens se reconnaissent à travers mon affaire, à travers la mort de mes enfants. Il faut qu'ils reconnaissent leurs propres enfants, leurs neveux, leurs nièces, leurs cousins, le fils du voisin, de la voisine. Et quand on sera ensemble, en fait, qu'on fera une seule et même voix, je peux vous dire que les choses vont changer. On se lève en une seule et même voix et qu'on dise qu'on n'est pas d'accord, qu'on est outré et que cette décision dérisoire, on ne l'accepte pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et en tout cas, moi je t'apporte tout mon soutien et on va continuer à liker, à partager, à faire entendre ta voix pour que justice soit faite.